Je m'appelle Adrienne Moreau. J'ai 66 ans, veuve depuis près de 9 ans. J'ai passé ma vie professionnelle comme secrétaire d'école primaire. Je m'y connais en formulaire, en classeur et en long silence. Je vis seule dans la même maison à Colombage que mon mari Henri et moi avons acheté quand les enfants étaient petits. Dans ma poche, je garde encore la clé en laiton de cette époque, attachée à un ruban rouge effiloché que ma fille Clara m'a donné quand elle était en CE2. Elle fait un léger tintement quand je marche. J'ai toujours aimé ce son. Il me rappelle qu'une porte entr'ouverte est toujours une porte, et que c'est à moi de choisir si je la franchis. Ce matin, une enveloppe m'attendait dans ma boîte aux lettres, coincée entre un prospectus de supermarché et un appel aux dons. À l'intérieur, une lettre de ma mutuelle de santé. Elle stipulait, en caractères juridiques soignés, que ma couverture avait été annulée à la demande de mon nouveau tuteur légal. Mes mains se sont mises à trembler, mais mes yeux sont restés clairs, car je savais que je n'avais jamais rien signé de tel. Je suis restée debout dans ma cuisine, le carrelage frais sous mes pieds nus, et j'ai laissé le papier reposer sur le comptoir. Ce son, le papier sur le bois, m'a ramené exactement une semaine en arrière. C'était un jeudi matin, du genre qui sentait vaguement la pluie, bien que le ciel soit encore clair. Je passais devant la maison de mon fils Clément, rue des Aulnes. Sa pelouse était tondue en bande verte parfaite, comme sa femme Sophie aime. C'est là que j'ai remarqué une voiture garée dans son allée qui n'était pas à sa place. Une Subaru verte. La voiture de Clara. Celle de ma fille. J'ai ralenti. Clara était censée être à la clinique dentaire où elle travaille. J'avais préparé 2 tartes aux pommes ce matin-là. Une pour Agnès au bistrot et une que je pensais laisser à Clément, et peut-être dire bonjour à qui que ce soit à l'intérieur. Il n'était pas inhabituel que la famille se rende visite, mais quelque chose dans la vision de cette voiture dans l'allée, avec tous les rideaux tirés, m'a fait hésiter. J'ai remonté le chemin. Le porche sentait légèrement la cire à la lavande de Sophie. La porte d'entrée n'était pas complètement fermée. Elle reposait contre le cadre, le loquet pas tout à fait enclenché. J'ai levé la main pour frapper. C'est à ce moment-là que je l'ai entendue. Une fois qu'elle aura signé la procuration, nous déposerons immédiatement la demande de tutelle. C'était la voix de Sophie, douce comme de la soie tendue sur une lame. Puis Clément, plus bas. Elle ne posera pas de questions. Elle est fatiguée, oublieuse. Elle est prête à être guidée. Et puis, presque trop bas pour être entendue, Clara. Je ne suis pas sûre que ce soit juste. Sophie de nouveau, plus sèche maintenant. Clara, c'est pour la protéger. Son argent s'évapore. Nous l'aidons simplement à faire ce qu'il faut. Mon souffle s'est coupé. Le mot protéger me brûlait les oreilles. J'ai laissé mon bras retomber le long de mon corps. La tarte semblait lourde dans mon autre main. J'ai reculé, en faisant attention à ne pas faire grincer les planches du porche. La clé en laiton dans ma poche a fait un minuscule tintement alors que je me détournais. J'ai marché rapidement le long des haies de l'autre côté de la rue, mon cœur battant assez fort pour que je l'entende. Le temps d'atteindre les marches de ma propre maison, mes jambes me semblaient étrangères. Je suis entrée et j'ai verrouillé la porte. Pendant un long moment, je suis restée dans mon couloir, écoutant la maison respirer autour de moi. Je sais à quoi ressemble la protection. Je sais quels sont à l'amour. Et je savais à ce moment-là que ce qu'il préparait n'était ni l'un ni l'autre. De retour au présent, j'ai repris la lettre de l'assurance. Quelqu'un avait déjà agi plus loin que je ne le pensais. Le terme tuteur légal me fixait depuis la page, noir sur blanc, formel et indéniable. Ce n'était plus une conversation. C'était de la paperasse. La paperasse peut être combattue. La paperasse peut être tracée. J'ai glissé la lettre dans un dossier en carton. Ma main a de nouveau effleuré la clé en laiton dans ma poche. Ting. J'ai pensé à la voix de Clara près de cette porte. Petite mais présente. J'ai pensé au ton de Clément, factuel, presque désinvolte, à propos de me guider, une certitude lente, comme si l'affaire était déjà réglée. Je me suis versé un thé que je n'ai pas bu. Dehors, un vent léger faisait claquer les feuilles sèches contre la gouttière, le même vent qui soufflait rue des Aulnes ce matin-là. J'ai réalisé que ma première étape ne serait pas de les confronter. Pas encore. Ma première étape serait de découvrir jusqu'où ils étaient déjà allés. J'ai décroché le téléphone. Le numéro que j'ai composé n'était pas celui d'un membre de ma famille. C'était quelqu'un qui se souvenait encore de moi de l'époque de l'école. Quelqu'un qui connaissait le poids d'un document manquant ou d'une signature mal placée. Et tandis que la ligne commençait à sonner, je me suis dit une chose à voix haute dans ma propre cuisine.
Ils pensent qu'ils tiennent la clé, mais ils ne savent même pas quelle porte elle ouvre. La clé en laiton dans ma poche a de nouveau fait un son. Ting. Un son certain. Et je savais que j'étais sur le point de m'en servir pour de bon. J'ai vécu dans cette maison pendant plus de 30 ans. Une façade à colombage. Un petit porche qu'Henri a construit lui-même. Et une cuisine qui a été le centre de plus de fêtes de famille que je ne peux en compter. C'est calme maintenant. Trop calme parfois. Le genre de calme qui s'installe lorsque les enfants sont partis et que vous ne vous réveillez plus au son des pas de quelqu'un d'autre dans le couloir. J'ai 66 ans, je suis veuve. Le cœur d'Henri a lâché un matin d'hiver alors qu'il déneigeait l'allée. Nous avions des projets pour ce printemps-là. Réparer la clôture, prendre le train pour rendre visite à des amis en Bretagne. Je suis retournée travailler après les funérailles, en partie pour le salaire, mais surtout pour la routine. Être secrétaire d'école primaire me convenait. Je connaissais chaque parent par son nom, les allergies et les anniversaires de chaque enfant. Je pouvais gérer un téléphone qui sonne et un couloir plein de petits de maternelle en pleurs sans perdre le fil. Encore aujourd'hui, certains objets dans cette maison portent le poids de ces années. La bosse dans le placard inférieur de la cuisine où Clément, à 12 ans, a laissé tomber une lourde casserole en essayant d'aider pour le dîner. Le chemin de table à l'ourlet de travers que Clara a cousu en cours d'économie domestique, assez fière pour insister pour que nous l'utilisions pour le repas de la Toussaint. Des photos de famille bordent le couloir. Clément dans sa toge de diplômé. Clara sur la poutre d'équilibre. Henri tenant Chloé, leur fille, nouveau-née. Je les garde dépoussiérées. Non pas par sentimentalité, mais parce que la négligence fait disparaître les choses plus vite que la perte. Les gens qui font encore partie de ma vie, ceux en qui j'ai confiance, forment un petit cercle. Maria Vasseur fait partie de ce cercle. Elle travaille maintenant à l'agence bancaire locale, mais je la connaissais bien avant. Sa fille était dans la classe de CE2 de Madame Wilkins, et j'ai un jour appelé Maria au travail parce que sa petite fille avait oublié sa boîte à goûter à la maison. Elle s'en est souvenue. Maria est pragmatique, est-ce? Rapide avec les chiffres et prompte à repérer quand quelque chose cloche. C'est aussi l'une des rares personnes que je connaisse qui me dira la vérité, même si elle est dérangeante. Ensuite, il y a Agnès. Elle possède le bistrot 2 rues plus loin. Le genre d'endroit où le café est toujours chaud et la tarte jamais parfaite, mais toujours aussi bonne qu'elle devrait l'être. Agnès a une façon de briser les faux-semblants d'une seule phrase. Elle a un jour dit à un conseiller municipal que sa poignée de main ressemblait à une serviette en papier mouillé. Elle me fait rire, ce qui est plus rare qu'avant. Ma fille Clara, elle a un cœur tendre, plus tendre que le mien ne l'a jamais été. Elle est bien intentionnée, mais elle écoute trop attentivement la dernière personne qui a parlé. Cela la rend vulnérable à des gens comme Sophie, qui peuvent faire passer la manipulation pour de l'inquiétude. Clara travaille de longues heures dans une clinique dentaire. Elle est douée avec les patients et je crois qu'elle veut bien faire pour moi. Mais vouloir et faire ne sont pas toujours la même chose. Anne Dubois, mon avocate, est un autre point d'ancrage. Nous nous sommes rencontrés il y a des années lors d'une foire aux livres de la bibliothèque. Elle parlait des femmes naviguant dans les contrats de petites entreprises. J'ai aimé la façon dont elle expliquait les choses sans que personne ne se sente stupide. Anne ne gaspille pas ses mots. Elle écoute pleinement avant de répondre. Et quand elle le fait, ses conseils sont précis. Dans son domaine, la précision est une forme de défense. Jonas Kerman est quelqu'un qu'Anne fait intervenir lorsque la discrétion est de mise. On pourrait le prendre pour un bibliothécaire de référence, avec son pull soigné et ses manières prudentes. Mais c'est le genre de personne qui peut suivre une piste de miettes de pain numérique jusqu'à la source. Il croit aux preuves, à la chaîne qui relie ce que quelqu'un fait à ce qu'il avait l'intention de faire. Le docteur Hélène Favier est une connaissance plus récente. Anne l'a recommandée comme gériatre indépendante, quelqu'un qui évalue la capacité mentale sans parti pris. Elle a une voix qui vous donne l'impression d'avoir le temps de répondre pleinement, même si son emploi du temps est serré. Elle me rappelle les meilleurs enseignants avec qui j'ai travaillé, ceux qui comprenaient que l'écoute en dit souvent plus que n'importe quel test. Et puis il y a Chloé, ma petite fille. La fille de Clément, 7 ans et déjà plus grande que moi au même âge. Elle a une façon de dessiner des maisons avec trop de fenêtres et des jardins qui débordent de la page. Dans son monde, personne n'oublie de vous inviter, et chaque table a suffisamment de chaises. Elle est le rappel que tout n'a pas encore été gâché. Pas encore. En me déplaçant dans ma maison, je touche ses souvenirs. Le placard cabossé, l'ourlet de travers, comme si je vérifiais une vieille carte. Je sais où j'ai été. Je sais qui s'est tenu à mes côtés.
Et je sais qui est là maintenant. Ce cercle est petit, mais il est suffisant. J'ai appris que quelques bonnes personnes valent mieux qu'une pièce bondée. Chacune d'elles détient une clé différente. Maria peut verrouiller un compte bancaire avant que la mauvaise personne n'y touche. Agnès peut lire une motivation dans l'espace entre les mots. Clara peut choisir la vérité si on la lui montre clairement. Anne peut démanteler une fausse plainte avec 3 lignes de code juridique. Jonas peut retrouver ce que d'autres pensaient effacer. Le docteur Favier peut confirmer par écrit que mon esprit m'appartient. Et Chloé détient la clé de la raison pour laquelle je me donne la peine de me battre. Dans les jours à venir, chacune d'elles comptera. Je ne sais pas encore exactement comment, mais j'en sais assez pour commencer à être attentive. Parce qu'une fois qu'une porte a été forcée, vous ne pouvez pas simplement la refermer et prétendre qu'elle est sécurisée. Soit vous réparez la serrure, soit vous changez entièrement la clé. La clé en laiton dans ma poche se presse contre ma paume. Ting! Le ruban est délavé, mais il tient toujours. Le lendemain de l'arrivée de la lettre de l'assurance, je me suis assise à mon bureau avec une tasse de café refroidi et mon ordinateur portable ouvert. Je me suis dit que j'allais seulement vérifier mes emails. C'était un mensonge. Je cherchais des preuves. Cela a commencé avec mon portail de gestion de patrimoine. Je ne m'y connecte pas souvent. Il y a rarement une raison. Mais dès que le tableau de bord s'est affiché, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté. 2 entrées de connexion que je ne reconnaissais pas de la semaine dernière. L'une était intitulée « Téléchargement de documents ». L'autre disait « Signature électronique effectuée ». Ma respiration s'est resserrée. Je n'avais pas ouvert ce fichier, et encore moins signé. J'ai cliqué sur l'historique. Le document en question était une révision de mon plan de succession. Plusieurs allocations d'actifs avaient été modifiées, dirigeant davantage vers Clément et Sophie, et moins vers Clara et Chloé. Rien dans mes dossiers n'indiquait que j'avais autorisé un quelconque changement. Et pourtant, là, en noir et blanc numérique, se trouvait mon nom sur la ligne de signature. L'étape suivante fut mon compte bancaire. J'ai parcouru les transactions les plus récentes et j'ai trouvé 3 entrées qui semblaient inoffensives à première vue. Chacune était inférieure à 500 €. Assez petite pour ne pas déclencher les alertes automatiques de fraude. Toutes les 3 étaient destinées à un compte que je ne reconnaissais pas, avec des descriptions vagues, logistique, examen de succession, consultation. J'ai senti la première goutte froide de certitude. C'était délibéré, et ce n'était pas seulement dans mon imagination. Mes yeux ont dérivé de l'écran lumineux de l'ordinateur portable à la surface usée de ma table de cuisine. Pendant un instant, le présent s'est brouillé, et je suis revenu 15 ans en arrière. La lumière au-dessus de la table était chaude alors, l'ampoule projetant un cercle jaune sur les pages de mon grand livre de comptes. J'avais l'habitude de m'y asseoir après le dîner avec un crayon à la main, calculant et recalculant pour que Clément puisse participer au programme d'été d'architecture à Lyon, pour que Clara puisse continuer la danse une année de plus. Je me souviens avoir renoncé à de nouvelles chaussures un hiver, réparant les anciennes à la place parce qu'il y avait une date limite de paiement des frais de scolarité à respecter. Les marques de crayon étaient nettes, les colonnes alignées, mais chaque chiffre représentait un choix. À l'époque, cela ne ressemblait pas à un sacrifice. Cela semblait être l'ordre naturel des choses. Les parents se débrouillent. Les enfants saisissent l'opportunité et foncent. J'ai cligné des yeux et le grand livre avait disparu. La table était nue, à l'exception de mon café et de l'ordinateur portable qui me montrait maintenant à quel point quelqu'un était prêt à prendre. J'ai attrapé le téléphone. Maria a répondu à la 2e sonnerie. Adrienne. Salut, que se passe-t-il? Sa voix était vive mais chaleureuse. J'ai besoin que tu m'aides à sécuriser mes comptes, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu le fasses discrètement. Il y a eu une pause, le genre où l'on entend quelqu'un décider s'il doit poser plus de questions. Maria a choisi de ne pas le faire. D'accord. D'abord, nous mettons un drapeau de surveillance sur tes comptes. Tout ce qui est inhabituel me sera signalé directement. Deuxièmement, je veux que tu actives l'authentification à 2 facteurs pour chaque connexion que tu as. Banque, portail de succession, email. Utilise ton téléphone, pas ton email, pour les codes. Elle m'a guidé à chaque étape. Le processus était clinique, une liste de contrôle, mais chaque clic ressemblait à une brique se mettant en place, consolidant les murs. Quand nous avons eu fini, elle m'a envoyé un email confirmant les mises à jour de sécurité et une note, de sa manière pragmatique. Si quelqu'un essaie de faire un mouvement maintenant, nous le verrons. Je l'ai remercié et j'ai raccroché.
Pendant un moment, je suis restée assise là, laissant le silence s'installer. Dehors, le ciel était passé à un mince couvert nuageux. J'ai repoussé ma chaise, traversé la pièce et ouvert le tiroir du bas du buffet. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois. J'ai soulevé le couvercle, et là, reposant sur un morceau de lin, se trouvait la clé de la maison en laiton avec son ruban rouge délavé. Je l'ai prise et j'ai senti le poids familier dans ma paume. Le ruban était effiloché sur les bords, mais il tenait toujours. J'ai fermé mes doigts autour d'elle. Ils avaient peut-être falsifié ma signature. Ils avaient peut-être détourné mon argent par des montants trop petits pour déclencher les alarmes, mais je tenais toujours cette clé. Je décidais toujours quelle porte j'ouvrais. Et ça, me suis-je dit, c'était par là que j'allais commencer. La lettre est arrivée dans une épaisse enveloppe crème avec mon nom en lettres capitales soignées. Je l'ai ouverte avec un couteau à beurre et j'ai déplié 3 pages agrafées. Avis d'audience provisoire, était-il écrit, avec une date, un numéro de salle d'audience et les noms des requérants, Clément Moreau et Sophie Moreau. Mon fils, ma belle-fille, pétition pour la mise sous tutelle. J'ai lu le premier paragraphe 2 fois. Puis le second 2 fois de plus. Le langage était précis et froid. Il parlait de confusion, de paiements irréguliers et de la nécessité d'une autorité immédiate. J'ai posé la lettre et j'ai rempli la bouilloire, puis j'ai remarqué que la plaque de cuisson était froide. Le réfrigérateur bourdonnait comme s'il retenait son souffle. Je me suis appuyée sur le comptoir et je me suis posé la question que je ne voulais pas poser. Et si c'était de l'amour déguisé en paperasse? Et s'il croyait me protéger? Clément aimait les listes de contrôle. Sophie aimait les plans. Clara suivait celui qui semblait le plus sûr. Peut-être se sont-ils dit qu'agir vite était une forme de pitié. Mais j'avais vu la connexion au portail. J'avais vu les allocations révisées, les petits virements étiquetés comme des courses. Une protection qui commence par déplacer votre argent sans demander n'est pas une protection. C'est de la possession déguisée en soin. J'ai pris une lente inspiration et j'ai laissé la bouilloire silencieuse. Il y a des moments où le sol s'incline juste assez pour exiger une nouvelle posture. C'en était un. Je n'avais pas besoin d'une dispute de cuisine. J'avais besoin d'un plan. J'ai cherché un numéro enregistré des années auparavant. Dubois, Anne. Nous nous étions rencontrés à une foire aux livres de la bibliothèque où elle expliquait les contrats aux femmes qui vendaient des tartes et des courtes pointes. Elle parlait en langage clair et restait après pour répondre aux questions que personne d'autre ne voulait poser. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Adrienne, comment allez-vous? J'ai un avis d'audience avec mon nom dessus, ai-je dit. Clément et Sophie ont déposé une demande de mise sous tutelle. J'ai la preuve d'une connexion non autorisée, d'un document que je n'ai jamais signé portant ma signature, et de 3 petits virements vers un compte inconnu. J'ai besoin de vous. Sa voix est restée calme. Venez cet après-midi. Apportez la lettre, votre ordinateur portable et les relevés bancaires. Nous commençons par tout préserver. Son bureau sentait le cuir et le papier neuf. La moquette assourdissait chaque pas. La fenêtre encadrait un magnolia tenace. Anne a attendu que je rassemble mes papiers. Elle a lu l'avis, puis a tracé 3 courtes lignes sur un bloc-notes juridique. Premièrement, a-t-elle dit, nous envoyons des lettres de préservation à la banque, à la plateforme de succession et à votre opérateur de téléphonie mobile. Cela les oblige à conserver les journaux d'accès, les adresses IP, les enregistrements de SMS liés au code de sécurité et les métadonnées de signature. Si la chronologie est contestée, nous aurons la chaîne intacte. Deuxièmement, a-t-elle dit en levant un autre doigt, planifiez une évaluation indépendante de vos capacités. Je recommande le Dr Hélène Favier. Elle documentera votre base cognitive, vos fonctions exécutives et votre jugement financier. Son rapport est une preuve, pas une opinion. Troisièmement, un dernier doigt. Je dépose une requête en mesure conservatoire. Nous demanderons au tribunal de bloquer toute procuration ou mesure de tutelle temporaire jusqu'à une audience complète et d'ordonner au requérant de ne pas toucher à vos comptes ou à votre couverture. Nous contesterons également toute signature électronique qui vous est attribuée en citant les anomalies de sécurité. Votre déclaration sous serment servira de base à cela. La cadence de sa voix m'a rassuré. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup, a-t-elle dit. Assez. Elle a tourné le bloc-notes. C'est là que vous m'aidez à vous aider. Listez chaque compte et portail. Nous changeons les mots de passe et activons l'authentification à 2 facteurs. Utilisez uniquement les codes par SMS sur votre téléphone. Si possible,
Ajoutez une clé physique. Ensuite, listez toute personne pouvant confirmer votre routine. Pharmacien, voisin, médecin. Pas des éloges. Des observations. Maria à la banque a déjà signalé mes comptes, ai-je dit. Elle peut témoigner de la tentative de changement d'adresse et des demandes de tutelle. Bien, a dit Anne. Je vais faire appel à un enquêteur, Jonas Kerman. Il extraira les historiques IP, les empreintes digitales des appareils et les heures de session. Pas de capture d'écran, des journaux bruts. Elle a regardé par-dessus ses lunettes. Adrienne, les demandes de mise sous tutelle peuvent inciter les juges à la prudence. Nous répondrons à la prudence par la clarté. Pas de grands discours, des reçus. La bouilloire de mes nerfs a sifflé, puis s'est calmée. La clarté, je peux le faire, ai-je dit. J'avais l'habitude de classer 300 dossiers par ordre alphabétique chaque mois de juin. Donnez-moi une liste. Je la vérifierai 2 fois. Anne a souri. Elle a rédigé la première lettre de préservation en lisant à haute voix les phrases clés. Veuillez conserver tous les journaux d'accès, les enregistrements d'adresse IP, les heures et numéros de livraison des codes SMS, et toutes métadonnées de signature électronique, y compris les identifiants d'appareils et les balises de géolocalisation. Les mots sonnaient comme des sacs de sable posés le long d'une berge avant la pluie. Nous avons terminé les premiers dépôts. Anne a posé son stylo. Une dernière chose. Ne les confrontez pas. Ne discutez pas par SMS. S'ils appellent, soyez brève et tenez un journal de l'heure et du contenu. C'est au tribunal que nous répondons. J'ai plié l'avis et l'ai glissé dans l'enveloppe. Pendant un instant, j'ai laissé ma main reposer dessus, sentant le poids de la certitude des autres sur ma vie. Puis je me suis levée. Je peux être silencieuse, ai-je dit. Et je peux être stable. Dehors, le magnolia tenait une fleur ouverte. Dans la voiture, j'ai placé l'enveloppe sur le siège passager et j'ai touché la clé en laiton dans ma poche. Le ruban a râpé contre ma peau. Un petit son, mais ferme. Je ne savais pas si l'amour nous avait menés ici, ou si l'amour avait été le costume de quelque chose d'autre. Je savais seulement ce que j'apporterais à la porte suivante. Des dossiers préservés, un esprit clair et une clé que je ne rendrai pas. Jonas Kerman est arrivé exactement à l'heure. Un sac de messager usé en bandoulière. Si vous ne connaissiez pas son titre, vous pourriez le prendre pour un bibliothécaire tranquille. Sa voix était mesurée, ses mouvements délibérés, comme s'il était habitué à extraire les faits de leur cachette plutôt qu'à les pourchasser. Il a posé son ordinateur portable sur la table de conférence d'Anne et m'a glissé une seule feuille. Voici la chronologie préliminaire, a-t-il dit. En haut, une date, la veille de l'arrivée de la lettre de l'assurance. En dessous, une colonne d'adresse IP, de balises de géolocalisation et d'empreintes digitales d'appareils. Jonas a tapoté la 3e ligne. Celle-ci appartient à votre réseau domestique. Elle montre une connexion à votre portail de succession à 9h14. C'était vous, n'est-ce pas? Oui. C'est là que j'ai vérifié après avoir vu l'avis de l'assurance. Il a hoché la tête, puis a montré la ligne au-dessus. Celle-ci est différente. Même portail, 2 jours plus tôt, à 15h27. L'adresse IP d'origine remonte à l'adresse de Clément. L'identifiant de l'appareil correspond à un MacBook enregistré au nom de Sophie Moreau. Les mots se sont posés dans la pièce comme des pierres. Anne n'a pas réagi. Elle a juste noté l'heure. Jonas a fait défiler l'écran. Voici où ça devient spécifique. Cette entrée, 10 minutes après la connexion, montre un événement de signature électronique. Les métadonnées enregistrent le type d'appareil, le système d'exploitation, la version du navigateur et la géolocalisation. C'est le même MacBook, la même adresse. Signature appliquée à l'amendement de succession que vous m'avez montré. Cette signature est répertoriée sous votre nom. J'ai regardé la page imprimée. Le voir par écrit était pire que de l'entendre. Je m'attendais à une ombre de doute, à un détail qui rendrait le traçage plus difficile. Il n'y en avait pas. Il a continué. J'ai également extrait les journaux d'audit de votre banque. Ces 3 virements en logistique, examen de succession, consultation ont été initiés depuis la même adresse IP que la connexion au portail. Cela lie les 2 actions au même endroit et au même appareil. Anne s'est penchée en avant. Chaîne de possession. Jonas a tapoté son dossier. Préservé directement auprès des fournisseurs de services.
Chaque source m'a fourni un export certifié avec vérification par hachage. Les originaux sont dans un stockage cloud avec un accès en lecture seule. Ces copies imprimées sont uniquement à titre de référence. Si nous les présentons, nous produirons les originaux sous scellés. Je n'ai pas parlé. Mon esprit rejouait sans cesse le trajet en voiture devant la maison de Clément, la vue de la voiture de Clara dans l'allée, le faible murmure à travers la porte. Entendre leur voix ce jour-là avait été comme une écharde sous la peau. La chronologie de Jonas était la pince à épiler qui l'attirait à la lumière. Il a fermé un dossier et en a ouvert un autre. Il y a un dernier élément. J'ai assigné à comparaître les enregistrements de Zoom de la semaine précédant le dépôt de la requête. Sophie a organisé 3 appels intitulés « Stratégie de tutelle ». 2 d'entre eux incluaient une femme nommée Lilian Marx, une consultante en planification successorale à Paris. Le 3e appel, il a jeté un coup d'œil à Anne, était avec Clément et Clara uniquement. La description disait ton sympathique. J'ai examiné les marqueurs de transcription. Le terme a été utilisé plusieurs fois en lien avec des phrases comme maman ne comprend pas, et nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. Ton sympathique. Je pouvais presque entendre la voix de Sophie le dire. Mesurée, basse, de la manière dont elle expliquerait un retard à l'aéroport à un agent d'embarquement. Le stylo d'Anne a cessé de bouger. Nous aurons besoin d'une copie de cet appel. Jonas a hoché la tête. Déjà demandé. Le compte de l'hôte aura un enregistrement complet. Il a glissé la chronologie vers moi. Tout ce qui est ici est admissible si le tribunal accepte le fondement. Vous avez des liens directs entre l'adresse de votre fils, l'appareil de sa femme et l'activité non autorisée. Les journaux de la banque et du portail sont alignés. Les appels Zoom montrent une préméditation. J'ai suivi du doigt la liste des horodatages. Chacun ressemblait au tic-tac d'une horloge que je n'avais pas entendue jusqu'à présent. Je ne me sentais pas vengée. Je ne me sentais pas triomphante. Ce que je ressentais, c'était la même satisfaction tranquille que de boucler un grand livre de comptes d'école à la fin du mois. Les chiffres s'alignaient, les colonnes correspondaient, tout était comptabilisé. Cela n'effaçait pas le travail qu'il avait fallu pour y arriver. Cela signifiait simplement que le calcul était juste. Merci, ai-je dit finalement. Jonas a fait un petit signe de tête. Je continuerai à surveiller toute nouvelle tentative d'accès. S'il y a une autre connexion, nous la détecterons en temps réel. Quand il est parti, Anne a rassemblé les papiers en une pile nette. C'est solide, a-t-elle dit. Nous l'attacherons à la requête en mesure conservatoire. Ce n'est pas seulement votre parole, ce sont les données qui parlent. J'ai sorti la clé en laiton de ma poche, le ruban traînant sur ma paume. Dans mon esprit, le rouge était plus vif qu'auparavant. Non pas parce que j'étais plus proche de gagner, mais parce que la porte qu'elle déverrouillait était toujours la mienne. Continuons, ai-je dit. Le parc se trouve sur une petite colline au-dessus de l'ancienne gare, là où le vent se lève toujours en premier. J'ai choisi le même banc où Clara a appris à tenir en équilibre sur 2 roues, vacillant tandis qu'Henri courait à reculons, les mains tendues. Je suis arrivé en avance, face au chemin fissuré, et j'ai tenu la clé en laiton dans ma poche comme un talisman. Quand Clara a tourné au coin de la rue, elle serrait sa veste contre elle, bien que l'après-midi soit doux. L'inquiétude l'avait façonnée en une silhouette plus petite. « Salut, maman !» Sa voix était basse et mal assurée. Puis elle a tenté un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. J'ai fait un signe de tête vers le banc. Elle s'est assise à l'autre bout, comme si nous laissions encore de la place pour un vélo entre nous. « J'ai reçu ton texto, a-t-elle dit. Tu disais que tu avais besoin de me parler. Tout va bien. » J'ai ouvert la fenêtre dans ma poitrine et laissé l'air entrer. J'ai reçu une lettre annulant mon assurance. Elle nommait un nouveau tuteur légal. Je n'en ai pas désigné. Les mots flottaient entre nous. Des oiseaux picoraient dans l'herbe. Le son d'un klaxon de train a traversé les arbres. Clara a resserré les manches de son pull. Je n'étais pas au courant pour l'assurance, a-t-elle dit. Sophie a dit que la paperasse serait plus simple si nous centralisions les choses. Elle m'a demandé d'être témoin sur quelques formulaires pour que la clinique ne t'embête pas avec des appels. Elle a dit que c'était juste pour aider. Aider qui? Ai-je demandé. Elle a dit t'aider toi. Elle a dit que Clément s'en occupait et que ce serait mieux si nous te soulagions. Elle a dit que tu étais fatigué. Que tu oubliais de petites choses. Une samarre d'érable a tournoyé jusqu'au chemin. J'oublie de petites choses, comme où j'ai posé mes lunettes de lecture.
Je n'oublie pas qui je suis. Ses yeux ont brillé, puis se sont stabilisés. J'aurais dû te le demander directement. Tu aurais pu. Tu le peux encore. Elle a regardé par-dessus la colline, là où la voie ferrée courbe et où la ville se dessine au-delà. Sophie est persuasive. Elle a l'air si sûre d'elle. Quand j'ai dit que je me sentais mal à l'aise, elle a dit que j'étais puérile. Elle a dit que c'est comme ça que les familles responsables fonctionnent. Elle a dit que je ne prenais jamais mes responsabilités. Quand tu avais 9 ans, ai-je dit, tu es tombé sur cette pente et tu t'es écorché le genou. Henri t'a dit de respirer pendant que je tenais le guidon pour que le vélo ne s'enfuit pas. Tu as demandé si tu pouvais arrêter. J'ai dit que tu pouvais arrêter un moment, puis réessayer. Tu te souviens? Clara a eu un petit rire qui s'est vite éteint. Je me souviens du pansement bleu avec des fusées. Tu as réessayé, et tu as pédalé jusqu'à la table de pique-nique. Tu étais chancelante, mais tu dirigeais. C'est tout ce que je te demande de faire maintenant. Elle s'est tournée vers moi. J'ai vu la jeune fille qui avait attaché un ruban rouge à ma clé de maison parce qu'elle voulait que notre porte soit facile à trouver. Sophie m'a fait signer comme témoin sur 2 choses, a dit Clara. L'une était un formulaire disant que tu acceptais les signatures électroniques. L'autre était une déclaration sur des inquiétudes concernant ta prise de décision. Elle a dit que c'était juste pour accélérer les choses en cas d'urgence. Elle a dit qu'il n'y avait aucun mal. Les as-tu lus? J'ai essayé. Elle parle pendant que tu lis et puis ça semble impoli de la faire attendre. J'ai signé. Je pensais t'aider à te reposer. La vérité se tenait entre nous comme une 3e personne. J'ai laissé le silence s'élargir, non pas comme une punition, mais comme un espace pour que nous puissions toutes les deux voir ce qu'il contenait. Je suis désolée, a dit Clara. Je ne voulais pas être du mauvais côté de toi. Tu n'es pas du mauvais côté de moi, ai-je dit. Tu es de l'autre côté de ce qui est facile. C'est là que se trouve généralement le bon côté. La brise a soulevé ses cheveux. Elle les a glissés derrière son oreille. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? D'abord, dis-moi tout ce dont tu as été témoin ou que tu as signé. Nom, date, qui était présent. Deuxièmement, envoie-moi tous les textos ou emails où Sophie a discuté de ses plans. Troisièmement, si quelqu'un te demande de signer quoi que ce soit d'autre, tu leur dis que tu ne le feras pas. Tu peux dire que ton avocat a dit non. Utilise-moi si tu en as besoin. Je tiendrai cette ligne. Je peux faire ça, a-t-elle dit. Je veux réparer ce que j'ai cassé. Tu ne m'as pas cassé, ai-je dit. Tu as fait une erreur. Nous allons corriger le dossier, puis nous verrouillerons la porte de la bonne manière. Elle a sorti un petit carnet de son sac. J'ai commencé à noter des choses après avoir entendu Sophie dire ton sympathique lors d'un appel. Ça m'a semblé bizarre. J'ai noté les dates. Je peux transférer des captures d'écran. Ça aidera, ai-je dit. Jonas relira les journaux. Anne s'occupera des dépôts. Elle a pris une inspiration qui a rempli ses épaules. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où tu as tout payé sans dire que tu payais tout. Les leçons, les voyages, la fois où tu as réparé ma voiture. Tu ne l'as jamais dit comme si c'était une facture. Elle a expiré. Je pensais qu'aider Sophie, c'était te rembourser. Tu ne me dois aucune dette, ai-je dit. Tu te dois une norme. Elle a essuyé sa joue avec le talon de sa main. Je veux l'atteindre. Un train de marchandises est passé, lent et métallique, une longue phrase sans virgule. Après son passage, le parc a semblé plus vaste. Clara s'est rapprochée sur le banc jusqu'à ce que nos manches se touchent. Le silence peut être une réponse, ai-je dit. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ta voix. J'ai besoin que tu te tiennes dans la vérité que tu connais déjà. Je le ferai, a-t-elle dit. Maman, je suis là. J'ai fermé les doigts autour de la clé en laiton jusqu'à ce que je sente la rainure qu'Henri avait limée il y a des décennies. Dans les yeux humides de Clara, j'ai vu une version plus jeune de moi-même sur ce banc, effrayée de diriger et essayant quand même. Cette fille a appris à garder son équilibre. Cette femme le peut aussi. J'ai laissé la vieille douleur s'estomper. De la même manière qu'une croûte se détache lorsque la peau en dessous a guéri. Bien, ai-je dit. Maintenant, nous commençons. La femme à la caisse du supermarché tenait ma brique de lait dans une main et ma carte dans l'autre. Je suis désolée, madame. C'est refusé. Avez-vous un autre moyen de paiement? Sa voix était polie, mais la file derrière moi était impatiente. Une petite marée qui avançait. J'ai senti la piqûre sur mes joues avant la chaleur.
Laissez-moi réessayer, ai-je dit. Même bip, même refus. J'ai payé avec l'argent que j'avais mis de côté pour la lessive. J'ai glissé le lait et le pain dans mon sac et je suis sorti dans l'air du début de soirée qui semblait plus vif qu'il n'aurait dû. Le lendemain matin, la lettre est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire. Pas d'adresse de retour au-delà du logo de la compagnie d'assurance. À l'intérieur, le langage était net et froid. Votre couverture santé a été résiliée à la demande de votre tuteur légal nouvellement désigné. Mon nom apparaissait 2 fois. Le leur, pas une seule. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Les mots se sont installés dans mon estomac comme des pierres. Une partie de moi voulait s'asseoir à ma table de cuisine, faire du thé et attendre que quelqu'un frappe à la porte pour que je puisse lui remettre son erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Pas dans leur système. Dans leur système, j'étais déjà la responsabilité de quelqu'un d'autre. J'ai préparé un sac de voyage à la place. 3 changements de vêtements, ma trousse de toilette, la clé en laiton avec son ruban rouge effiloché et le carnet à spirale que j'utilisais pour les noms et les dates. Ma maison sentait encore faiblement le nettoyant à la lavande que j'avais utilisé la veille. J'ai verrouillé la porte derrière moi, laissant la clé tourner lentement, entendant le clic comme s'il ne m'appartenait peut-être plus de la tourner. Le motel était à 10 km de ma rue, près de la sortie de l'autoroute. Je l'avais dépassé une centaine de fois sans jamais le regarder directement. Du stuc beige, une rangée de portes comme des yeux sans ciller, et une enseigne au néon Vacancy qui clignotait une fois avant de rester allumée. À la réception, l'employé a glissé la fiche d'enregistrement vers moi. Combien de nuits? 2 pour commencer, ai-je dit. Ma voix semblait stable, mais je pouvais sentir la fine vibration en dessous. Elle m'a tendu une clé en laiton avec un porte-clés en plastique. Le numéro était peint en blanc, écaillé sur les bords. J'ai marché dans le couloir étroit jusqu'à la porte, j'ai hésité avec la clé à la main. Cette hésitation, debout sur le seuil, n'était pas à propos de la chambre. C'était à propos du choix d'être ici, du choix de ne pas dormir dans mon propre lit où il pourrait me trouver. Me choisir moi-même plutôt que la familiarité. Je suis entré. La chambre sentait légèrement le polish au citron et quelque chose de plus ancien en dessous. Un grand lit avec un couvre-lit à fleurs, une petite table avec 2 chaises dépareillées, et une télévision boulonnée au mur. Les rideaux étaient lourds, faits pour empêcher la lumière d'entrer. J'ai posé mon sac sur le lit et je me suis assise à côté. J'ai sorti le carnet à spirale et je l'ai ouvert à une page blanche. Le stylo était chaud d'avoir été dans mon sac à main. J'ai écrit en haut, lettre pour eux. Je n'ai pas écrit cher ou un quelconque nom. J'ai simplement commencé. Si demain je perds dans ce tribunal, j'aurai encore moi-même. Vous pouvez prendre l'accès, les titres, et même mon adresse, mais vous ne pouvez pas prendre le choix d'être moi. J'ai vécu trop d'années à travers trop de nuits de factures impayées et trop de matins de bus matinaux pour remettre ma dignité à quiconque ne l'a pas méritée. Si vous pensez que mon silence signifie consentement, vous m'avez mal comprise. Mon silence est un barrage retenant plus de vérité que vous ne pouvez emporter. Ma signature est mienne. Mon corps est mien. Et tant que je pourrai tenir un stylo, la ligne que vous voulez restera blanche. Je me suis arrêté là, j'ai plié le papier une fois, puis une autre, et je l'ai glissé dans la poche arrière du carnet. La lettre ne serait pas envoyée. C'était un miroir, pas une arme. Je me suis changé pour un pull doux, un que j'avais acheté en solde il y a des années et que je n'avais jamais porté parce qu'il semblait trop chaud pour la maison. Ici, le climatiseur bourdonnait et le pull était un réconfort. J'ai fait du thé dans la petite cafetière en utilisant un sachet que j'avais apporté de la maison. Le goût était légèrement métallique à cause de l'eau du robinet, mais il était chaud et j'ai tenu la tasse jusqu'à ce que mes doigts se détendent. Dehors, des phares balayaient la route de service. Brèves interruptions de l'obscurité. J'ai gardé le rideau tiré mais j'ai laissé un petit interstice pour voir la lueur de l'enseigne Vacancy. Allongé dans le lit, j'ai laissé mes pensées ralentir. La clé en laiton reposait sur la table de chevet, son ruban effiloché mais intact. Je l'ai touché avant d'éteindre la lumière. Je ne m'étais pas enfuie. Je m'étais mise de côté pour voir le terrain plus clairement. Dans le calme, je pouvais presque entendre la voix d'Henri, non pas pour me dire quoi faire, mais pour me rappeler qui j'étais quand je décidais des choses par moi-même. Le genre de femme qui achetait le manteau le moins cher pour que ses enfants puissent avoir l'abonnement de bus. Le genre de femme qui réparait le même robinet qui fuyait 2 fois avant de demander de l'aide. Le genre de femme qui n'abandonnait pas à moins de décider que le jeu n'en valait pas la peine. Ce jeu en valait la peine. C'était ma vie sur l'échiquier.
J'ai fermé les yeux avec cette pensée. S'il voulait me qualifier d'incapable, il devrait le faire pendant que je me tenais droite dans mes propres mots. Et s'il voulait mon consentement, il devrait trouver le papier où il était écrit de ma main, par mon choix. Demain, le motel serait toujours là. Moi aussi. Le texto est arrivé à 7h42 du matin alors que je remuais du sucre dans mon thé au motel. Es-tu libre pour un café aujourd'hui? On devrait parler en famille. La partie en famille m'a dérangée, comme une pierre dans ma chaussure. C'était de Sophie. Elle ne disait pas de quoi il s'agissait, mais je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. La dernière fois qu'elle m'avait regardé dans les yeux, elle se tenait dans mon allée, les mains jointes de la manière que les gens adoptent quand ils veulent paraître calmes mais qu'ils planifient déjà leur prochain coup. J'ai pris mon temps pour répondre, bien sûr. Le grain de cannelle, rue Victor Hugo, 11h. Le grain de cannelle était mon endroit depuis des années. Assez petit pour que les gens parlent à voix basse, assez chaleureux pour que personne ne puisse avoir trop froid. L'air à l'intérieur sentait toujours légèrement les pommes au four et la noix de muscade. C'était une pièce où les mauvaises nouvelles s'adoucissaient un peu sur les bords. Je suis arrivée en avance, j'ai choisi la table près de la fenêtre, où la lumière du matin tombait longue et fine. J'ai commandé un café latte à la cannelle, le genre qui laisse une légère poudre sur vos lèvres si vous n'êtes pas prudent. La clé en laiton avec le ruban rouge était dans la poche de mon manteau, son poids comme un rappel de garder mes mains stables. Sophie est entrée à l'heure, les cheveux relevés, sa veste d'un gris qui avait probablement un nom comme Colombe ou Perle dans un catalogue. Elle a souri comme si nous étions deux femmes se rencontrant pour un club de lecture, pas pour une négociation. « Adrienne », a-t-elle dit en s'asseyant sans demander. « Je suis contente que tu sois venue. » J'ai hoché la tête. « Tu as demandé. » Elle a pris une inspiration, se penchant juste assez pour signaler une certaine intimité. Je pense qu'il y a eu un malentendu à propos de Clément et moi. Nous avons essayé de nous assurer que tu sois prise en charge, mais certaines de tes finances, eh bien, elles ne sont pas aussi organisées qu'elles pourraient l'être. Nous pensions aider à les ranger un peu, juste pour ta tranquillité d'esprit. Sa voix était douce, basse, soigneusement mesurée. C'était le ton que les gens utilisent pour faire sortir un chat de sous un lit. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'elle pense que je pourrais être d'accord. Puis j'ai dit, « Tu as peur de perdre la face. » Son sourire a tressailli. « Je ne le dirai pas comme ça. » J'ai siroté mon latte, la cannelle chaude sur ma langue. « Moi, si. Tu as peur de perdre la face. J'ai peur de me perdre moi-même. » Les mots sont restés en suspens, plus vifs que je ne l'avais prévu, mais stables. Pendant une fraction de seconde, quelque chose dans ses yeux a changé. De l'agacement peut-être, ou du calcul. Puis c'était parti. « Tu sais, nous ne voulons que ce qui est le mieux pour toi, » a-t-elle dit. J'ai posé ma tasse. « Vous voulez ce qui est le mieux pour vous, et je ne suis pas à vendre. » Elle a cligné des yeux une seule fois avant de jeter un coup d'œil à sa montre. « Eh bien, j'espère que nous pourrons tous trouver un moyen d'avancer sans rendre cela plus difficile que nécessaire. » J'ai souri alors, juste un peu. Moi aussi. Nous avons fini nos boissons sans aborder à nouveau le vrai sujet. Elle a parlé d'un nouveau client qu'elle gérait au travail, de la météo, de combien Clément avait été occupé. J'ai hoché la tête au bon moment, comme on le fait quand on sait déjà que la conversation est terminée. Quand l'addition est arrivée, je l'ai saisie avant qu'elle ne le puisse. Elle a fait une protestation symbolique, mais j'ai glissé ma carte sur le plateau. Elle est passée sans problème cette fois, et j'ai vu qu'elle l'avait remarqué. Dehors, le vent s'était levé, emportant l'odeur du début de l'hiver. Nous avons marché ensemble jusqu'au coin de la rue avant de nous séparer. Elle a tourné à gauche vers sa voiture. J'ai tourné à droite vers la mienne. Au passage piéton, je me suis arrêtée un moment et je l'ai observée dans le reflet d'une vitrine. La façon dont elle marchait vite, les épaules tendues, comme si elle rejouait déjà la conversation dans sa tête, cherchant les points faibles. Je n'ai pas eu besoin de regarder longtemps. J'avais dit ce que j'avais à dire, et je l'avais laissée avec juste assez de silence pour qu'elle se demande ce que je préparais ensuite. De retour au motel, j'ai noté la conversation mot pour mot dans mon carnet. Chaque pause, chaque changement de ton, chaque phrase digne d'être mémorisée. Non pas parce que je prévoyais de l'utiliser contre elle pour le moment, mais parce que je ne prévoyais pas de l'oublier. Certains jeux ne se gagnent pas en un seul coup. On attend, on observe. On laisse l'autre joueur montrer sa main pendant qu'on garde la sienne près de soi. Et parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire dans un café est de rappeler à quelqu'un qu'on sait encore exactement qui on est.
J'ai fermé le carnet et je l'ai posé à côté de la clé en laiton sur la table de chevet. Mes pièces étaient toujours sur l'échiquier, et le prochain coup serait le mien. Le tribunal sentait légèrement le vernis et le vieux papier, le genre d'air qui vous donnait l'impression que les décisions prises ici avaient un poids que personne ne pouvait voir. Je me suis assise à la longue table en bois à côté d'Anne Dubois, mon avocate, mes mains jointes sagement sur la surface lisse. En face de nous, Clément et Sophie semblaient s'être habillés pour un portrait de famille. Col repassé, couleur sombre, l'image d'enfants inquiets. L'audience était censée être une simple formalité, avait dit Anne, juste une question préliminaire. Mais lorsque leur avocat, un homme à la voix tranchante de quelqu'un habitué à être obéi, s'est levé pour parler, mon estomac s'est noué. Votre honneur, a-t-il commencé, nous soumettons en preuve un rapport du docteur Léonard Mills, un gériatre, détaillant des signes de déclin cognitif et des oublis répétés chez Madame Adrienne Moreau. Il a prononcé mon nom comme s'il était déjà écrit au passé. L'huissier a porté un mince dossier jusqu'au banc du juge. Le juge Amonde, un homme grand aux cheveux plus argentés que gris, l'a ouvert et a commencé à lire. Son front s'est légèrement plissé, juste assez pour que je voie les mots s'imprégner. Docteur Léonard Mills. Je ne l'avais jamais rencontré, je n'avais même jamais entendu parler de lui. Anne s'est levée immédiatement. Votre honneur, nous nous opposons à l'admission de ce rapport. Madame Moreau n'a jamais été examinée par le docteur Mills. Cette soi-disant évaluation est entièrement basée sur des oui-dire de personnes ayant un intérêt financier évident dans l'issue de cette requête. Le juge a levé la main pour demander le silence. Notez, Maître Dubois. Cependant, aux fins de cette audience provisoire, je l'autoriserai à rester au dossier. Nous ne prenons pas de décision finale aujourd'hui. Le reste de la matinée s'est estompé dans un langage procédural et des dates. À la fin, le juge Amonde s'est légèrement penché en avant. Compte tenu des comptes rendus contradictoires et de cette nouvelle preuve, je nomme un administrateur ad litem pour évaluer le meilleur intérêt de Madame Moreau avant de poursuivre. Nous nous réunirons à nouveau dans 6 semaines. L'audience est levée. Le marteau est tombé comme une porte qui se ferme. Je suis sortie dans le couloir avec Anne à mes côtés. Clément et Sophie nous suivaient, leur voix basse mais portant juste assez pour que j'entende nécessaire et nous essayons seulement d'aider. Les mots ressemblaient à du papier de verre. Anne a posé une main sur mon bras une fois que nous sommes sortis dans l'air frais. C'est un retard, Adrienne, pas une défaite. L'administrateur ad litem vous rencontrera, vous parlera, examinera les faits. Nous nous assurerons qu'il voit la vérité. J'ai hoché la tête, mais j'ai gardé les yeux fixés sur les marches du palais de justice. Le marbre était usé au milieu par des années de pieds empruntant la même descente prudente. J'ai descendu chaque marche lentement, comme si je pouvais glisser si je levais les yeux trop tôt. De retour au motel, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre elle un instant. La chambre sentait légèrement le café à la cannelle que j'avais ramené ce matin-là. J'ai posé la tasse sur la table, encore à moitié pleine, et j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet. À l'intérieur se trouvait ma pile de papier à lettres unies et le stylo-plume que je m'étais offert après ma fête de départ à la retraite de l'école. Je l'avais gardé pour les lettres spéciales. Apparemment, celle-ci en faisait partie. Je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre, j'ai ouvert le stylo et j'ai commencé à écrire. Pas à Clément ou Sophie, pas même au juge. À moi-même. Si tu lis ceci demain, et que le tribunal t'a dépouillé de ce que tu sais être, souviens-toi de ceci. Personne ne viendra frapper à la porte pour te le rendre. N'attends pas la permission d'être toi-même. Ouvre le tiroir. Prends le stylo. Signe ton propre nom encore et encore s'il le faut. Ne laisse pas l'encre sécher avant toi. Les mots sont venus rapidement, presque trop rapidement pour que le stylo puisse suivre. Mon écriture était stable, les boucles et les lignes exactement comme elles l'avaient été depuis que j'avais appris l'écriture cursive en CE2. Pas de déclin ici, ai-je pensé. Quand j'ai eu fini, j'ai plié la lettre en deux et je l'ai glissée dans le tiroir sous le stylo. Elle n'était pas destinée à être lue par quelqu'un d'autre. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'avais besoin de savoir qu'elle existait. Cette nuit-là, je n'ai pas regardé la télévision ni lu. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai écouté le bourdonnement de l'enseigne au néon du motel à l'extérieur de la fenêtre. Elle clignotait toutes les quelques secondes, une petite lumière tenace refusant de s'éteindre. J'ai pensé à l'expression meilleur intérêt et à la fréquence à laquelle elle est déformée en quelque chose d'inconnaissable. Mon meilleur intérêt n'était pas d'être géré, classé et enfermé. Mon meilleur intérêt était de garder mon nom dans ma propre main, mes décisions dans ma propre voix.
La clé en laiton avec le ruban rouge était posée sur la table de chevet. J'ai tendu la main, l'ai laissée reposer dans ma paume un instant, puis je l'ai reposée. Elle était toujours mienne pour l'instant, et c'était suffisant pour planifier le prochain coup. Cela a commencé comme une de ces semaines à l'école quand une grande inspection approchait. Tout le monde bougeait dans une urgence silencieuse, chaque tâche alimentant la suivante. Sauf que cette fois, l'inspection, c'était ma vie. Anne m'a appelé un mardi matin. Nous changeons de stratégie, Adrienne. Je dépose une assignation pour les communications financières de Clément et Sophie liées à vos comptes. Nous aurons besoin de déclarations corroborantes. Son ton était vif, mais je pouvais entendre le sous-entendu. Une promesse silencieuse qu'elle ne lâchait pas l'affaire. Le mercredi, Jonas était dans mon salon, son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Le bourdonnement de son ventilateur était le seul son pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se penche en arrière et expire. Voici votre journal d'audit. Accès depuis leurs adresses IP. Domestique. Tard le soir, des jours où vous n'étiez nulle part près d'un ordinateur. Et là, il a cliqué et un écran de transcription de chat est apparu. Des enregistrements Zoom. Sophie se faisant coacher sur la manière de paraître inquiète sans paraître contrôlante. Ton sympathique, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. La phrase s'est logée dans mon esprit comme une écharde. Le jeudi, Maria m'a retrouvée à la banque après la fermeture. Les portes vitrées étaient verrouillées, le hall était sombre, à l'exception de la lampe de son bureau qui éclairait une pile de formulaires. Elle a glissé une déclaration sous serment vers moi. Je vous connais depuis 20 ans, Adrienne. Vous n'avez jamais demandé de tuteur pour gérer vos comptes. J'ai fait certifier cela moi-même. Elle a tapoté avec son stylo là où je devais signer, ses yeux fixés sur les miens. Vendredi matin, le docteur Hélène Favier est arrivé à ma porte avec un sac en cuir souple et un petit sourire. Je ne suis pas ici pour vous tester, Madame Moreau. Je suis ici pour vous rencontrer. L'évaluation a été approfondie mais douce. Des exercices de mémoire, de résolution de problèmes, même l'équilibrage d'un chéquier. Quand elle est partie, elle m'a serré la main. Je soumettrai mon rapport directement au tribunal. Aucun signe de déficience cognitive. Aucun. Samedi. Clara s'est présentée à l'improviste. Elle portait une boîte de classement en carton et l'air de quelqu'un qui avait pris une décision sur laquelle elle ne pouvait pas revenir. J'ai gardé ça, a-t-elle dit en posant la boîte sur ma table de cuisine. À l'intérieur se trouvaient des impressions et des captures d'écran, des messages textes de Sophie la cochant sur la manière de me convaincre de signer la procuration. Elle a dit que c'était pour ta sécurité, a murmuré Clara, mais en les relisant maintenant, c'est clair. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Pas encore. Mais j'ai posé ma main sur la boîte et j'ai rencontré ses yeux. Merci. Le dimanche, ma table de salle à manger était couverte de piles bien ordonnées. Des projets d'assignation, des journaux d'audit, des déclarations sous serment, des rapports médicaux, des impressions de messages. Je les ai examinés lentement, méthodiquement, de la même manière que je corrigeais des dissertations. À l'époque, j'entourais les virgules manquantes et les fautes avec des notes soignées. Maintenant, je vérifiais les dates, les signatures, les numéros de dossier, m'assurant que chaque pièce était exactement là où elle devait être. J'ai pensé aux années passées à cette table de cuisine, sous la même lumière jaune, à budgétiser pour les études de Clément, pour les leçons de danse de Clara. Chaque euro assigné à un but, chaque poste de dépense équilibré. C'était la même discipline maintenant, juste avec des enjeux plus élevés. Au milieu de l'après-midi, je me suis surprise à sourire, non pas de joie, mais de la précision de tout cela. Il m'avait sous-estimé, pensant que je serais trop secouée, trop fatiguée pour éplucher les détails. Mais chaque page que j'examinais était un autre point dans le filet que je tissais. Quand j'ai finalement empilé le dernier dossier, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé le calme remplir la pièce. La clé en laiton avec le ruban rouge était suspendue au bouton de l'armoire, attrapant un éclat de soleil de fin de journée. J'ai levé la main, lui ai donné une petite tape avec mon doigt et j'ai écouté le léger tintement. C'était le même son qu'elle avait fait le jour où je m'étais éloignée du porche de Clément. Ce n'était pas fini, mais pour la première fois, je sentais à nouveau le sol sous mes pieds. L'inspection n'était peut-être pas pour demain, mais quand elle arriverait, chaque réponse serait en ordre, chaque fait en place. Et quand on demanderait à qui appartenait cette vie, la paperasse dirait ce que je savais déjà. Elle était mienne. Je n'étais pas là pour ce qui s'est passé dans leur cuisine ce soir-là,
Mais j'ai reconstitué les événements à partir de ce que Clara a laissé échapper et de ce que le dossier de Jonas a montré. Clément était au comptoir, l'ordinateur portable ouvert, la lueur baignant son visage d'un gris pâle. Sophie se tenait à l'évier, frottant une tasse de café comme si elle lui avait fait du tort. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son jusqu'à ce qu'il ferme l'ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. « Nous sommes encore en retard, dit-il, la voix basse mais tranchante. L'entrepreneur veut 25 000 de plus d'ici vendredi. Sans ça, l'équipe s'en va. » Sophie posa la tasse trop fort. De l'eau éclaboussa sur le comptoir. « Je t'avais dit que nous n'aurions pas dû prendre la propriété Henderson. C'est un gouffre financier. » C'est un investissement, rétorqua Clément. Et quand ce sera fini, ça vaudra le triple. Mais nous ne pouvons pas y arriver sans. Il s'arrêta, la mâchoire serrée. Sans quoi? Insista-t-elle. Sans les comptes de ta mère. Il ne répondit pas tout de suite, se frottant simplement les tempes, les yeux se dirigeant vers le courrier à moitié ouvert sur la table. Une facture avec des lettres rouges, le coin d'un avis de retard qui dépassait. Tu as dit que c'était pour sa sécurité, continua Sophie. Plus doucement maintenant, mais avec ce tranchant que je connaissais trop bien. Tu as dit qu'elle oubliait des choses. Clément laissa échapper un rire amer. Elle tient toujours mieux ses comptes que moi. Mais elle n'a pas besoin de tout cet argent qui dort là. Pas quand. Il s'interrompit à nouveau, les mains se crispant en poing. Pas quand nous nous noyons, termina Sophie à sa place. Le silence pesait lourdement entre eux. Pas le genre de silence qui apporte la paix, mais celui qui s'installe dans votre poitrine comme une pierre. Il se dirigea vers le réfrigérateur, en sortit une bière, tourna la capsule jusqu'à ce qu'elle saute. J'essaie de nous maintenir à flot, Sophie. Le marché ralentit. Les banques resserrent le crédit. Si nous ne finissons pas Henderson, si nous ne pouvons pas couvrir les intérêts, alors... Nous perdons la maison, dit-elle d'un ton plat. Il ne le nia pas. J'imagine qu'il s'est appuyé sur le comptoir alors, regardant dans le liquide ambré, voyant plus de son propre reflet qu'il ne le voulait. Il avait été le garçon qui m'avait un jour tendu une carte de fête des mers froissées, achetée avec l'argent de la tonte de pelouse, qui avait promis qu'il prendrait toujours soin de moi quand je serais vieille. Maintenant, il avait 39 ans, avec le poids d'un projet défaillant qui lui coupait le souffle. Mais voilà le problème. Le désespoir n'efface pas la ligne entre le bien et le mal. Il pousse simplement les gens à la brouiller jusqu'à ce qu'ils puissent se convaincre qu'elle a disparu. Sophie s'essuya les mains et traversa la pièce. Si nous finissons ça, Clément, nous sommes tranquilles. Nous pourrons la rembourser. Elle ne remarquera même rien. Mais nous devons être unis sur ce point. Pas d'hésitation. Pas de culpabilité. Il la regarda longuement, et je me demande ce qu'il a vu. Sa partenaire, sa co-conspiratrice, ou juste la personne prête à dire tout haut ce qu'il ne voulait pas admettre qu'il faisait déjà. Finalement, il hocha la tête. Unis. Il y a une tentation, en racontant cette partie, de la présenter comme un pacte diabolique, de la rendre plus nette, plus sombre, plus facile à haïr. Mais la vérité est plus compliquée. Ce n'étaient pas des voleurs de dessin. Animés se tortillant la moustache. C'étaient deux personnes sous pression financière, empêtrées dans l'ambition et la peur, se convainquant que ma sécurité était négociable parce que leur confort s'effritait. C'est un amour dangereux, celui qui excuse le mal parce que vous croyez que la fin justifiera les moyens. J'ai été de l'autre côté, choisissant de longues heures, des budgets serrés et ma propre fatigue, pensant que je me sacrifiais pour le bien de la famille. Il m'a fallu des décennies pour réaliser que protéger quelqu'un ne signifie pas le contrôler. Peut-être que Clément n'a pas encore appris cela. Peut-être qu'il ne l'apprendra jamais. Mais voir cela, savoir cela, me force à tenir deux vérités à la fois, qu'il est mon fils et qu'il a franchi une ligne que l'amour n'excuse pas. Le tribunal ne verrait que des documents, des déclarations et des témoignages. Il ne le verrait pas dans cette cuisine, pesant l'hypothèque contre mon autonomie. Il n'entendrait pas le silence dans sa voix quand il a accepté le plan de Sophie. Mais je porte cette image, et elle façonne la façon dont je me bats. Pas seulement pour gagner, mais pour me rappeler ce qui vaut la peine d'être sauvé et ce qui ne l'est pas. Parce que si l'amour exige que vous abandonniez qui vous êtes, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Et j'ai passé ma vie à verser sur des comptes que je pensais être pour la famille. Il s'avère que certains d'entre eux sont fermés depuis des années. La salle d'audience semblait plus froide qu'en février, bien que ce fût la fin du printemps.
L'air portait une sorte d'immobilité qui faisait résonner le bruit des papiers froissés et des pieds de chaise plus forts qu'ils n'auraient dû. J'étais assise à la même table qu'auparavant, les mains jointes, la clé en laiton avec le ruban rouge dans ma poche comme un pot régulier. Anne était assise à côté de moi, la posture droite, les yeux balayant le banc du juge alors que le juge Amonde prenait place. Le greffier a appelé l'affaire, et l'avocat de la partie adverse s'est levé le premier. Ses mots étaient mesurés mais familiers, des phrases sur l'inquiétude pour mon bien-être et les schémas d'oubli. Il a fait un geste vers Clément et Sophie, qui étaient assis de biais par rapport au banc, les mains jointes comme des enfants pénitents. Puis ce fut le tour d'Anne. Elle s'est levée sans une seule feuille de papier dans les mains, ce que je savais être délibéré. Votre honneur, les preuves que nous présentons aujourd'hui montreront non seulement que Madame Moreau est pleinement capable de gérer ses propres affaires, mais aussi que la demande de mise sous tutelle a été poursuivie en utilisant de fausses déclarations, un accès non autorisé et la manipulation de tiers. Elle a fait un geste vers Jonas au fond de la salle. Il s'est avancé et a placé un classeur sur le pupitre des témoins. Ceci, a poursuivi Anne, est le journal d'audit des comptes en ligne de Madame Moreau. L'accès a eu lieu depuis des adresses IP enregistrées au domicile du requérant. De multiples entrées correspondent à des dates et heures où Madame Moreau était manifestement ailleurs. Jonas a souligné les entrées, chacune marquée d'un horodatage et d'un lieu. Le juge s'est penché plus près de l'écran pendant qu'elle défilait. Anne est passée au point suivant. Nous avons également la preuve de tentative non autorisée de modification des options de récupération de compte, que Madame Moreau a déjoué en activant l'authentification à 2 facteurs. Cela démontre non seulement sa compétence, mais aussi sa gestion active de ses propres finances. Puis sont venus les enregistrements. Le son granuleux d'un appel Zoom a rempli les haut-parleurs. La voix de Sophie, légèrement déformée mais assez claire. Rappelez-vous, ton sympathique. Nous voulons qu'elle croie que c'est pour son propre bien. Je ne les ai pas regardés pendant la lecture. J'ai gardé mon regard fixé sur le juge. Ensuite, ce fut le tour du docteur Favier. Son témoignage était calme, professionnel et inébranlable. J'ai mené une évaluation indépendante de Madame Moreau. Il n'y a aucune preuve de déclin cognitif ou de trouble de la mémoire. À mon avis professionnel, elle est pleinement capable de gérer ses affaires personnelles, médicales et financières. Finalement, Anne a appelé Clara. Ma fille tenait une petite boîte comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait. Elle a témoigné sur les messages textes, sur la façon dont on lui avait dit de me convaincre de signer la procuration. Je pensais que j'aidais, dit-elle doucement. Mais en les relisant, c'était mal. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement du stylo du greffier. Anne a conclu simplement, « Votre honneur, cette requête ne concerne pas la protection. Elle concerne le contrôle, et la loi n'accorde pas le contrôle sur un adulte compétent sans preuve claire et convaincante, ce que nous avons montré ne pas exister ici. » Le juge Amonde s'est adossé, les mains jointes, son regard se déplaçant entre les 2 tables. Quand il a parlé, sa voix portait le poids de la finalité. La demande de mise sous tutelle est rejetée. De plus, ce tribunal avertit les requérants que toute nouvelle tentative d'ingérence dans l'autonomie juridique ou financière de Madame Moreau sans juste cause pourrait entraîner des sanctions ou d'autres recours légaux. Madame Moreau a le droit de vivre sa vie sans intrusion injustifiée. Le marteau est tombé une fois, sec et final. Je n'ai pas souri. Je n'ai même pas jeté un regard vers Clément ou Sophie. J'ai juste laissé échapper une lente respiration que j'ai sentie jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était pas le triomphe qui m'a rempli. C'était quelque chose de plus stable, de plus calme, le genre de victoire que l'on ne célèbre pas à voix haute parce qu'il ne s'agit pas de gagner contre quelqu'un d'autre. Il s'agit de se reconquérir soi-même. Alors que nous nous levions pour partir, Anne s'est penchée vers moi. Vous avez fait plus que vous défendre aujourd'hui, Adrienne. Vous avez établi un précédent. C'était une victoire nette. J'ai hoché la tête, ma voix basse. Gardons les choses ainsi. Dehors, l'air était plus chaud. Le ciel, d'un bleu pâle, était strié de hauts nuages. J'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai senti la clé. Elle était toujours là. Elle avait toujours été là. Cette fois, je ne l'ai pas tapotée pour me porter chance. Je l'ai tenue comme une preuve. La salle d'audience était petite, lambrissée de bois sombre qui semblait absorber la lumière. J'étais assise à côté d'Anne à la table des défendeurs, mes mains reposant sur un unique bloc-notes juridique. Non pas que j'ai besoin d'écrire quoi que ce soit, mais il était bon de se raccrocher à quelque chose qui m'appartenait.
La clé en laiton avec le ruban rouge était dans la poche de mon manteau, fraîche contre ma paume lorsque je glissais ma main à l'intérieur pour me rassurer. Le greffier a appelé l'affaire, et l'avocat des requérants s'est levé le premier. Sa voix était douce, exercée. Il a parlé d'inquiétude pour mon bien-être et de récents manquements au jugement, peignant le portrait d'une femme trop fragile pour diriger sa propre vie. Clément et Sophie étaient assis derrière lui, de biais par rapport au banc, les yeux tournés vers l'avant, les visages neutres. Quand il a eu fini, Anne s'est levée, sans papier à la main, juste sa voix, stable et nette sur les bords. Votre honneur, les preuves qui vous sont présentées montreront que Madame Adrienne Moreau est non seulement compétente, mais que cette requête est fondée sur un accès non autorisé, une préoccupation fabriquée et des efforts coordonnés pour prendre le contrôle de son patrimoine. Elle a appelé Jonas en premier. Il s'est avancé vers la barre avec un classeur sous le bras. Ce sont les journaux d'audit des comptes financiers en ligne de Madame Moreau, a dit Anne, montrant des accès répétés depuis des adresses IP enregistrées au domicile des requérants. Chaque connexion a eu lieu à des dates où Madame Moreau était manifestement ailleurs. Jonas a parlé en termes simples, trace IP, horodatage, identifiant d'appareil, transformant des preuves techniques en quelque chose que le juge pouvait visualiser. Anne a poursuivi avec Madame Moreau a répondu en activant l'authentification à 2 facteurs, démontrant ainsi sa gestion active et compétente de ses comptes. Ensuite, les haut-parleurs ont crépité au son d'un appel Zoom. La voix de Sophie est passée, légèrement fluette mais claire. Rappelez-vous, ton sympathique. Nous voulons qu'elle croie que c'est pour son propre bien. J'ai gardé les yeux sur le juge Amonde, pas sur eux. Son stylo s'est arrêté sur son bloc-notes. Puis ce fut le tour du docteur Favier. Elle était calme, posée, parlant sans fioriture. J'ai mené une évaluation cognitive indépendante. Madame Moreau ne montre aucun signe de déficience. Sa mémoire, son raisonnement et ses fonctions exécutives sont intactes. Elle est pleinement capable de gérer ses affaires personnelles, médicales et financières. Enfin, Anne a appelé Clara. Ma fille s'est avancée, tenant une petite boîte de classement. Sa voix a d'abord tremblé, mais s'est raffermie. Elle a raconté au tribunal comment on l'avait pressée de me convaincre de signer une procuration, comment elle avait cru aider. Mais quand j'ai relu les messages, a-t-elle dit en soulevant les impressions, c'était de la manipulation, et c'était mal. Anne a terminé sans théâtralité. Votre honneur, la loi ne permet pas de retirer l'autonomie d'un adulte sans preuve claire et convaincante d'incapacité. Aucune preuve de ce genre n'existe ici. Ce qui existe, c'est un dossier d'intrusion et de coercition. La pièce semblait retenir son souffle. Le juge Amonde s'est adossé, les mains jointes, le regard se déplaçant entre nous. Sa voix était mesurée quand elle est venue. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Le tribunal estime Madame Moreau compétente pour gérer ses propres affaires. Les requérants sont par la présente avertis que toute nouvelle tentative d'ingérence dans son autonomie sans cause légitime pourra entraîner des sanctions, y compris des pénalités financières et un renvoi pour enquête criminelle. Le marteau a frappé une fois, ferme et finale. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas tournée pour voir les visages de Clément ou de Sophie. Au lieu de cela, j'ai pris une inspiration lente et régulière, la laissant me remplir jusqu'au bout des doigts avant de la relâcher. Ce n'était pas le triomphe tel que les gens l'imaginent. C'était plus calme, plus lourd, le genre qui s'installe dans vos os. Anne a touché mon bras alors que nous nous levions. C'est une victoire aussi nette que possible, a-t-elle murmuré. Dehors, l'air semblait plus chaud qu'à notre entrée. J'ai glissé ma main dans ma poche, j'ai enroulé mes doigts autour de la clé et je l'ai tenue là. Pas pour la chance, pas pour l'espoir, mais comme une preuve. La preuve que ce qui était à moi était toujours à moi. Le bureau sentait légèrement l'huile de citron et le vieux cuir, le genre d'odeur qui me faisait penser aux bibliothèques et aux accords conclus de longue date. Anne a fait glisser la dernière série de documents sur le bureau poli vers moi. Les bords étaient nets, l'encre sentait encore légèrement le métal. Ceci, dit-elle en tapotant la première page, est la révocation formelle de toute procuration antérieure. Elle a déjà été enregistrée auprès du département et envoyée à chaque institution financière que vous utilisez. Je l'ai lu une fois lentement, mes yeux traçant chaque mot comme s'il s'agissait d'un point dans une couture. Puis j'ai signé, mon stylo se déplaçant en un arc régulier. Anne s'est tournée vers la pile suivante. Ceci, continua-t-elle, est la fiducie irrévocable. Nous avons nommé Clara comme bénéficiaire successive de la maison. Chloé est désignée comme bénéficiaire des actifs liquides de la fiducie, et selon vos instructions,
Un fonds de bienfaisance est établi pour la soupe populaire que dirige Agnès, avec une distribution annuelle fixée à perpétuité. J'ai regardé le langage, les phrases prudentes, irrévocables, en fiducie, sans réserve. Il y avait un calme étrange à voir mes intentions enfermées dans des mots que la loi ne pouvait plier pour la commodité de quiconque. Je me suis assuré qu'il n'y ait aucune place pour la contestation, a dit Anne. Vos souhaits prévalent, peu importe qui essaie quoi que ce soit plus tard. J'ai signé à nouveau. Cette fois, je me suis arrêté un instant, le stylo toujours à la main, pensant au rire de Chloé résonnant dans la banquette du bistrot. La façon dont Agnès glissait toujours un petit pain supplémentaire dans mon sac sans me le faire payer. La façon dont Clara s'était tenue dans ce tribunal, la voix tremblante mais claire. Anne a rassemblé les pages signées, les empilant proprement, ses mains précises. Voulez-vous que j'envoie des copies à Clément? J'ai secoué la tête. Je m'en occuperai. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine sous la faible lueur de la lampe. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. Devant moi, une enveloppe en papier craft était ouverte. À l'intérieur, j'ai placé 3 choses. Premièrement, une copie de la décision du tribunal, le sceau en relief attrapant la lumière. Deuxièmement, la révocation formelle, claire, sans ambiguïté, permanente. Et enfin, une seule feuille de papier lignée pliée en 2. Dessus, de ma propre main, j'avais écrit « Je n'ai pas crié. J'ai signé ». Pas de salutation, pas de signature, juste la vérité distillée. J'ai scellé l'enveloppe, pressant le rabat avec le côté de ma paume, sentant les fibres du papier s'accrocher sous ma peau. Puis j'ai enfilé mon manteau, la clé en laiton lourde dans la poche, et je suis sortie dans la nuit fraîche. La maison de Clément n'était qu'à quelques rues de là. Les lampadaires peignaient les trottoirs de longues bandes d'ambre brisées. Quand j'ai atteint son porche, j'ai posé l'enveloppe soigneusement sur le paillasson, la lestant avec une pierre de rivière lisse de mon propre jardin. Une petite chose, mais cela empêcherait le vent de l'emporter avant eux. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. Je me suis retournée et j'ai redescendu les marches, la clé au ruban se balançant doucement dans ma poche. Et le seul son était le doux murmure de ma propre respiration dans l'air de la nuit. Certaines victoires ne s'annoncent pas. On n'en a pas besoin. Elles existent dans l'espace entre ce qu'ils ont essayé de prendre et ce que vous avez choisi de protéger. Et la mienne était maintenant écrite, scellée à l'encre, classée dans les archives, et reposant sur un paillasson où son poids se ferait sentir sans qu'un seul mot ne soit échangé. Quand je suis rentrée, j'ai fait du thé, de la camomille, infusé jusqu'à ce que l'eau prenne une douce couleur brun doré. Je me suis assise à la table, les mains enroulées autour d'eux. La tasse, la vapeur touchant mon visage comme une bénédiction silencieuse. Les papiers avaient disparu de ma vue maintenant, mais je savais qu'ils avaient fait leur travail. La justice ne se présente pas toujours sous la forme d'un verdict lu à voix haute. Parfois, c'est une pile de pages signées, une fiducie que personne ne peut défaire, une lettre de moins de 10 mots. Parfois, c'est la connaissance que la prochaine fois que quelqu'un essaiera d'écrire votre histoire pour vous, il trouvera le stylo déjà dans votre main. C'était en début de soirée quand je l'ai vu debout au portail. L'air était frais, teinté de la faible odeur de fumée de bois provenant de la cheminée de quelqu'un plus bas dans la rue. Les mains de Clément étaient enfoncées profondément dans les poches de sa veste. Ses épaules étaient légèrement voûtées, comme un homme essayant de se faire plus petit. Je suis sortie sur le porche, sans me presser, laissant les planches de bois grincer sous mes pas. Nous sommes restés comme ça un moment. Moi sur le porche, lui juste derrière le portail. Maman. Sa voix était calme, et je pouvais y entendre la tension. Je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour nous pendant toutes ces années. Les mots flottaient là, entre nous, lourds, mais sans endroit où atterrir. J'ai pensé aux fois où j'étais restée éveillée après minuit à la table de la cuisine. Les factures étalées, essayant d'étirer mon salaire pour qu'il puisse partir en voyage scolaire. Le voyage pour que Clara puisse avoir de nouveaux crampons pour le football. J'ai pensé au repas sauté pour qu'il y en ait assez pour qu'il mange. J'ai descendu les marches lentement, m'arrêtant sur le chemin à quelques mètres du portail. On paie ses dettes, Clément, ai-je dit, ma voix stable. Je paie la mienne. Celle que je me dois à moi-même. Il a cligné des yeux, et pendant une seconde, j'ai vu le garçon qu'il était. Le garçon qui m'avait apporté un bouquet de pissenlits du jardin, souriant comme si c'était un trésor. Mais derrière ses yeux se trouvait l'homme que j'avais vu au tribunal. L'homme qui avait essayé de prendre ce qui n'était pas à lui. De la poche de mon manteau, j'ai sorti une petite carte blanche.
Conseil en endettement, ai-je dit, l'attendant à travers l'ouverture du portail. Ils sont réputés. Ils t'aideront si tu les laisses faire. Il l'a prise, ses doigts effleurant les miens un instant avant de se retirer. Il n'y a pas eu d'étreinte, pas de contact prolongé. Nous savions tous les deux que ce n'était pas un moment pour le sentimentalisme. Pas encore. Ce n'est pas facile, a-t-il dit, les yeux baissés sur le gravier à ses pieds. La plupart des choses qui en valent la peine ne le sont pas, ai-je répondu. Tu trouveras une solution. Nous sommes restés là un moment de plus, l'air ne transportant que le faible bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain d'une voiture qui passe. J'ai gardé mes mains dans mes poches, sentant le poids de la clé en laiton avec le ruban rouge, un rappel des limites que je m'étais battu pour maintenir. Il a levé les yeux une fois de plus, comme s'il s'attendait à ce que je l'invite à entrer. Je ne l'ai pas fait. Certaines portes restent fermées jusqu'à ce que la confiance puisse les franchir sans demander. Quand il s'est finalement retourné et est parti, je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il atteigne le coin de la rue, la carte blanche toujours à la main. Puis je suis rentré, fermant le portail derrière moi avec un clic silencieux. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début, et parfois le début est tout ce que l'on peut donner. Le dimanche est arrivé avec une sorte de chaleur qui semblait rare aussi tard dans l'année. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres de la cuisine, douce et dorée, touchant tout d'une lueur facile. Clara était au comptoir, disposant les assiettes et les couverts avec la précision de quelqu'un qui voulait que la table soit parfaite. Chloé était assise au bout, balançant ses jambes tandis qu'elle déballait soigneusement une feuille de papier craft brun. Elle la tournait vers moi à deux mains. C'était un dessin. Notre maison avec 3 personnages debout devant. Les lignes étaient simples mais sûres, les couleurs vives et certaines. Un personnage avait les cheveux argentés, les 2 autres l'encadrant de chaque côté. Le sourire de Chloé était timide, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien fait. « Tu as bien fait, lui ai-je dit. C'est magnifique. » Clara est venue voir, sa main effleurant l'épaule de Chloé. Elle y a travaillé toute la semaine, a-t-elle dit. J'ai jeté un coup d'œil vers le mur du fond de la cuisine, où un petit crochet en bois tenait la clé en laiton sur son ruban rouge. Cette clé était la mienne depuis des décennies, plus qu'un moyen d'ouvrir une serrure. Elle avait été ma preuve, mon encre, mon rappel que certaines choses dans la vie sont encore entre nos mains. Venez ici, ai-je dit en faisant un signe de tête vers le crochet. Elles m'ont toutes les 2 suivi alors que je m'approchais. J'ai tendu la main et j'ai décroché la clé, sentant son poids frais s'installer dans ma paume. Pendant un instant, je l'ai juste tenue là, mes doigts effleurant les bords usés du ruban. Des souvenirs y étaient attachés. Des matins pluvieux à jongler avec les courses. Le son du loquet qui se refermait la nuit. Le jour où je l'ai accroché pour la première fois à ce crochet comme une promesse à moi-même que cette maison serait toujours la mienne. Je me suis tournée vers Clara et j'ai tendu la main. Elle a regardé de la clé à mon visage, la confusion vacillant sur ses traits. « Tiens-la, ai-je dit. » Ses doigts se sont refermés lentement autour du laiton, comme si elle avait peur qu'il ne la brûle. « Garde-la en sécurité, lui ai-je dit. Une porte qui est fermée n'est pas toujours verrouillée. Parfois, elle attend juste la bonne main pour l'ouvrir à nouveau. Maintenant, tu as la clé. » Ses yeux ont brillé, et j'ai pu la voir ravaler quelque chose qu'elle n'était pas prête à dire à voix haute. Chloé s'est appuyée contre elle, fixant le ruban comme si c'était un trésor. Clara a hoché la tête. « Je la garderai en sécurité. » J'ai reculé, laissant ma main retomber le long de mon corps. « Ce n'est pas juste une clé, ai-je dit doucement. C'est un rappel de la confiance, de ce pourquoi nous nous sommes battus, et de ce que nous ne tenons plus pour acquis. » La cuisine s'est à nouveau remplie des odeurs du déjeuner, de pain frais, de poulet rôti et de la légère douceur de la confiture que Clara avait ouverte. La table était mise maintenant, les assiettes brillant au soleil, le dessin de Chloé calé contre le vase au centre. Je ne me suis pas assise tout de suite. Au lieu de cela, je suis restée debout un moment de plus, les regardant, la clé reposant maintenant dans la paume ouverte de Clara tandis que Chloé en traçait les bords avec un doigt curieux. J'ai alors compris que certaines choses, on se bat pour les garder, et d'autres, on se bat pour les transmettre. Et ceci, c'était les 2. J'ai écrit la lettre dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi tombe juste comme il faut sur les pages. Le papier était épais, du genre qui donne l'impression de pouvoir contenir plus que des mots. En haut, d'une écriture soignée, j'ai écrit son nom, Chloé. J'ai commencé simplement. Si jamais quelqu'un te dit qu'il te protège, regarde les papiers qu'il tient. Si ces papiers protègent tes choix et gardent ton nom intact, alors ils te protègent vraiment.
S'ils ne le font pas, s'ils t'enlèvent ton mot à dire, alors ce n'est pas de la protection, peu importe la douceur des mots. Je me suis arrêtée là, l'imaginant des années plus tard, lisant ces lignes quand elle pourrait en avoir le plus besoin. La bonne signature peut ouvrir une porte, ai-je écrit. Mais la mauvaise peut la verrouiller pour de bon. Souviens-toi de ceci, ma douce enfant. Quiconque garde ton avenir doit être quelqu'un qui garde d'abord ta voix. Quand la lettre a été pliée et scellée, je l'ai placée dans le tiroir où je garde les choses de famille qui comptent. Pas pour maintenant, mais pour plus tard. Plus tard dans la semaine, Agnès est passée à la maison. Elle portait une enveloppe brune, du genre qui avait clairement été pliée et repliée en chemin. À l'intérieur se trouvait la facture de la dernière réparation de la soupe populaire, le nouveau four dont ils avaient besoin depuis des mois. Mais au dos, de l'écriture en boucle d'Agnès, elle avait fait un simple croquis. Une porte, légèrement entr'ouverte, d'où jaillissait de la lumière. Elle a souri alors que je retournais le papier. J'ai pensé que ça irait bien sur ton frigo, a-t-elle dit. J'ai tracé le contour de cette porte avec mon doigt. Et j'ai la clé, lui ai-je dit. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans son calme, j'ai pensé à toutes les portes de ma vie. Celles qui avaient été claquées, celles dont on m'avait exclu, et les rares que j'avais ouvertes pour moi-même. Cette dernière semblait différente. Elle ne s'est pas ouverte avec bruit ou force. Elle s'est ouverte avec une signature et la main ferme qui tenait le stylo. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de claquer quoi que ce soit. Je n'ai pas crié. J'ai signé. Avant de nous dire au revoir, je veux vous parler, à vous qui écoutez en ce moment. Si vous avez déjà senti l'attention de quelqu'un se transformer en contrôle, si on vous a déjà dit que c'était pour votre bien tout en sentant les murs se refermer, vous connaissez le poids de ces mots. Et vous connaissez le pouvoir de reprendre votre voix. D'où regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud, la lumière du soleil réchauffant votre table de cuisine, ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie et vous rappellent que vous n'êtes pas seul? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner, non seulement pour entendre d'autres histoires comme celle-ci, mais pour rejoindre une communauté qui croit encore en la gentillesse, en la guérison et aux secondes chances. Merci de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à tourner la clé et à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois.